Merci. Pour le MoDem, Philippe Bolo. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Mes chers collègues, alors, je commencerai par vous remercier, Madame la rapporteure, pour ce travail essentiel pour tous les Français et toutes les Françaises qui continuent à utiliser un téléphone fixe et qui aujourd'hui rencontrent des difficultés parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, on peut évidemment comprendre l'intérêt pour la nation de déployer des technologies numériques avec la 4G, l'augmentation de la fibre. Mais pour autant, dans une période de transition qui nous faisait passer d'un réseau de téléphone fixe au cuivre, à ces nouvelles technologies, il reste important de maintenir la qualité du service pour ceux qui ne sont pas encore connectés à ces technologies numériques. L'usage du téléphone fixe est encore aujourd'hui essentiel pour les entreprises, pour les particuliers, et notamment toutes celles qui se trouvent sur ces territoires ruraux où les technologies numériques ne sont pas encore aujourd'hui présentes. Je ne vais pas revenir sur la liste déjà détaillée de mes collègues de la REM et des Républicains sur les nombreux cas qu'on rencontre tous au quotidien, les nombreuses sollicitations qui nous sont remontées et qui ont vu leur importance renforcée lors de l'épidémie où on s'est rendu compte que ce téléphone fixe avait quand même une forte utilité sur ces territoires-là lorsque les gens étaient en télétravail et lorsqu'il fallait utiliser cette technologie de communication encore indispensable aujourd'hui. Mais cet usage incontournable, il se heurte à une dégradation de la qualité du service. On peut le voir, il suffit de se balader sur nos territoires. Qui n'a pas constaté l'état pitoyable de certains poteaux de ce réseau cuivre ? Moi, je le constate en Anjou. Je l'ai pu aussi le constater dans le Limousin, dans les Pyrénées, lors de séjours dans ces territoires-là. Nous pouvons tous le constater, il faut absolument agir. Alors évidemment, l'équation est complexe, parce qu'on peut se rendre compte que d'un côté, on a des raccordements au cuivre qui diminuent, de l'autre côté, des raccordements FTTH qui augmentent, donc in fine, des recettes de raccordement au réseau historique cuivre qui diminuent. Plus le vieillissement en parallèle de ce réseau-là, on a des coûts de maintenance qui augmentent. Mais pour autant, il ne faut pas s'arrêter à cette équation financière et se dire qu'il y a vraiment cette obligation du service universel, comme vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, ce réseau fixe de qualité partout, et je rajouterai où cela est indispensable, et surtout en cohérence avec l'abonnement payé par l'usager. Donc, au groupe MoDem, nous nous réjouissons du travail mené par le groupe de travail que vous avez réalisé, que vous avez conduit, avec ce besoin d'un nouveau cadre qui va sécuriser la transition. Et il est absolument indispensable et très attendu, ce cadre-là, ce nouveau cahier des charges, parce que la situation actuelle est source de difficultés sur les territoires ruraux. Donc, ce nouveau cahier des charges, ce sera la garantie du service fixe avant que tout le monde ne soit raccordé aux technologies numériques, et je rajouterai à un prix raisonnable et accessible à tous. Ma question est simple. Vous préconisez un suivi plus fin des dysfonctionnements, de leur localisation, des durées d'interruption, des délais d'intervention. Comment peut-on nous assurer que ce service va bien être réalisé et que les données seront bien accessibles et centralisées ? Alors, je commencerai par dire, vous avez dit, cher Philippe Bolo, que la question était aussi la question de la sécurisation de la période transitoire. Mais en fait, il y a un double enjeu. Il y a sécuriser cette période, mais rattraper le retard de ces dernières années. Et ça fait écho à la fameuse mise en demeure de l'ARCEP de fin 2018, lorsque l'ARCEP constate et met en demeure Orange pour non-respect de ses obligations de service public sur la base d'indicateurs qui eux-mêmes, dont je vous ai dénoncé les défaillances. Donc on est dans une triple peine. On a une convention insuffisamment universelle, non respectée, et qui aujourd'hui prévoit qu'une partie du service futur. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de travail devant nous, ce qui est intéressant en termes de perspective. Et donc je vais répondre sur les différents points. Sur la mise en demeure, je commence par là parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui est cité. Elle n'a au fond pas été suivie de fait puisqu'Orange s'est engagé sur des moyens, donc sur un plan de mise à disposition de moyens pour résoudre ces difficultés vis-à-vis des indicateurs qui sont des indicateurs de performance, donc de résultats. Aujourd'hui, ce qui semble apparaître, c'est que les résultats se sont améliorés. Cependant, comme je vous l'ai dit, la façon structurelle dont sont conçus ces indicateurs ne traite pas 15% de la population et donc en réalité les territoires les plus fragiles et les plus ruraux. Donc même s'il y a une amélioration sur le papier et que la mise en demeure n'a pas été suivie de fait, même si Orange se prévaut du recrutement de 149 techniciens, ça ne résout pas, pour moi, le sujet qui est le nôtre, qui est que nos territoires aujourd'hui ont du mal à voir sur le terrain les délais de réparation se réduire
comme pour la grande majorité des Français, à 48 heures au maximum, et les délais de raccordement à 8 jours et 12 jours. Et je vais entièrement, Monsieur Vigier, dans votre sens, sur le fait que tout simplement sur le site internet Orange de la Drôme, on vous annonce 8 mois pour un raccordement, alors même que dans la convention de service universel, il est question de 12 jours. Donc c'est même assumé par l'opérateur. Le vrai enjeu pour moi, je dirais, dans cette nouvelle convention, il repose d'abord sur l'universalité, je vous l'ai dit. Et c'est au fond, les indicateurs, comme je vous l'ai dit, n'avaient pas uniquement été délaissaient les territoires ruraux, mais les noyer au fond, au milieu d'une masse de plus de 24 millions d'utilisateurs du réseau cuivre. Et donc, je vais répondre à votre question, comment on sait si on est service universel ou pas service universel ? Alors aujourd'hui, c'est une mécanique d'abonnement, en fait. C'est que vous avez souscrit un certain abonnement, mais au fond, vous utilisez le même vecteur que tous les réseaux cuivre. Et c'est un peu d'ailleurs là-dessus qu'Orange joue quand il y a un débat public sur le financement de l'entretien du réseau cuivre. C'est qu'on a 24 millions de personnes qui en dépendent, et donc il y a tout le sujet de l'entretien du réseau dans son ensemble. Mais ce qui est certain, et donc le service universel, c'est juste une case qui est cochée, et après il y a des extractions de fichiers qui permettent de calculer ces indicateurs. Et je ne suis pas certain que les maires aient besoin de savoir si monsieur ou madame machin a le service universel. Le service universel, c'est un filet de sécurité de minimum de service. À partir du moment où il s'applique au service universel, il s'applique à tous les usagers du réseau cuivre. Donc on crante par le bas une sorte de qualité de service qui, du coup, s'appliquera à tout le monde. C'est pour ça qu'on s'y intéresse d'ailleurs de près, c'est que ça permet de définir le minimum acceptable, selon nous, politiquement et techniquement d'ailleurs, par rapport à l'opérateur. Et donc, sur la question de ce réseau cuivre, j'attire votre attention sur le fait, je ne l'ai pas dit parce qu'en 15 minutes on ne peut pas tout dire, mais Orange doit faire une proposition de fin du réseau cuivre sur 10 ans d'ici à 2030. D'ici l'été, doit proposer à l'ARCEP et à l'État des modalités de fermeture progressive du réseau cuivre et a annoncé déjà, par exemple, une première tranche de 10 millions d'utilisateurs dans les 3 années qui viennent. On pressent que ces 10 millions seront essentiellement les territoires urbains, déjà bien fibrés. Et donc, par conséquent, en réalité, par rapport au sujet qui nous préoccupe des territoires ruraux, ça veut dire qu'il va encore exister pendant au moins 5 années. D'où l'idée de cette convention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, vous voyez, on va accélérer la fin du cuivre, donc de toute façon, ne nous en préoccupons pas. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il faut s'en préoccuper maintenant. Parce que, et vous l'avez tous dit, les situations de vie, moi j'ai de plus en plus de remontées sur mon territoire, de situations de personnes qui ont été hospitalisées parce qu'ils ont dû aller chercher la voiture pour aller prévenir les pompiers parce qu'on n'est pas réparé depuis 3 semaines. Alors on ne tombe pas dans le pathos quand on a plusieurs situations qui remontent comme ça, que vous avez des collègues ou des maires qui vous écrivent de partout en France. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des cas de plus en plus fréquents et nous devons y répondre. Sur les différents points soulevés, la question de la sous-traitance d'ailleurs, je vais du coup répondre à quels moyens on se donne pour amener l'opérateur à réparer et le contraindre. En fait, c'est le dispositif que je vous ai décrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en re-signant, alors on fait, vous savez, la désignation se fait par appel d'offres, soit Orange y répond. Dans ce cas-là, c'est une négociation avec l'État. Soit s'il n'y répond pas, c'est une désignation d'office qui permet aujourd'hui, dans le cadre de cette désignation, de fixer des contraintes, donc qui sont des indicateurs. Le fait que la maille soit départementale, ça veut dire que déjà, ils ne peuvent pas abandonner, je dirais, des pans entiers de territoire en disant ceux-là, ils ne seront pas dans nos 85%, mais tant pis. On sera obligé de les traiter parce qu'au fond, le minimum de service, il s'imposera département par département. Et il s'imposera sur les zones rurales comme sur les zones urbaines. Donc ça, c'est un premier gage. Le deuxième, c'est l'obligation de raccordement ou de réparation sous peine de sanction, assortie d'un appui
comme je vous disais, dans les maisons France Service pour les usagers, et en dernier recours de la médiatrice des télécommunications qui gère déjà des sujets comme celui-là que nous avons auditionné, mais qui manque aujourd'hui de prise justement juridique, légale et contractuelle pour pouvoir contraindre l'opérateur Orange à être plus performant, en tout cas dans la réponse qu'il apporte aux citoyens. Donc on utilise à la fois de la gestion par indicateur de la performance, des outils d'accompagnement pour que les gens puissent, leurs droits soient mieux respectés. Il faut très clairement qu'on augmente, c'est la question qui a été posée sur comment on mesure ces indicateurs aussi département par département. Aujourd'hui, à l'ARCEP, vous avez une trentaine de personnes qui s'occupent à la fois de téléphonie fixe, mais aussi d'Internet. Et donc, ça sera clairement, quand on va parler d'indicateurs nationaux et qu'on va arriver à la maille départementale, il y a un sujet budgétaire que nous aurons à examiner dans les prochains projets de loi de finances, y compris de moyens humains, pour être certains que nous puissions contrôler les indicateurs, et y compris améliorer la méthode de contrôle qui questionne, plus qu'elle, je pense qu'elle est performante parce qu'il y a aussi un historique qui permet d'avoir l'ancienneté. Mais quand on va arriver sur la fibre et qu'on aura des nouveaux outils à évaluer, on ne peut pas juste se baser sur ce que les opérateurs vont donner comme données. Il faudra qu'il y ait des contrôles renforcés pour voir la manière dont ils calculent ces indicateurs et dont ils les transmettent.